Paris, le 8 septembre 2025, brûle littéralement, pas métaphoriquement. Les flammes lèchent que les façades pendant que des milliers de manifestants affrontent les forces de l'ordre dans une capitale sidérée. Et pourtant, cette crise ne trouve pas son origine en Europe, mais à des milliers de kilomètres dans le Sahel, où Ibrahim Traoré et ses alliés ont osé dire non à un système vieux de 80 ans. Comment le rejet d'un contrat de 500 milliards de dollars d'uranium a-t-il pu précipiter la chute d'une puissance européenne? Et si, cette fois, la dépendance changeait de visage? Ce n'est pas seulement une histoire d'énergie, c'est une histoire de pouvoir, d'illusion et de dette invisible. Quand l'Afrique de l'Ouest, menée par Ibrahim Traoré, a rejeté les termes du vieux pacte monétaire et minier, elle n'a pas seulement défié Paris, elle a bouleversé la logique même d'un ordre économique hérité du XXe siècle. Le risque pour la France n'était plus de perdre un fournisseur, c'était de perdre son fondement. Pour l'Afrique, l'enjeu n'était plus d'obtenir des concessions, c'était de reconquérir la souveraineté sur son uranium, sa monnaie et sa dignité. Ce tournant marque le moment où les anciennes colonies cessent d'être des variables d'ajustement pour devenir des acteurs de leur propre destin. Le public, de Paris à Ouagadougou, va découvrir que la rupture du contrat n'a pas simplement renversé un équilibre, elle a révélé l'ampleur d'une dépendance que personne n'osait nommer. Le dévoilement a commencé en silence. Quelques chiffres, presque anodins, ont suffi à fissurer un édifice bâti sur 8 décennies. 500 milliards de dollars transférés de l'Afrique francophone vers Paris, 65% de l'électricité française dépendant de l'uranium nigérien. Ces deux nombres contenaient toute l'histoire. Ibrahim Traoré et d'autres dirigeants du Sahel ont compris que cette équation cachait une asymétrie. Ce que la France appelait partenariat reposait sur une ponction structurelle. Depuis 1945, le franc CFA liait 14 nations africaines à la Banque de France. En échange de la stabilité monétaire, la moitié de leurs réserves de change restait déposée à Paris. Ce système, conçu pour aider, permettait en réalité à l'ancienne puissance coloniale de financer ses propres industries tout en dictant les politiques économiques du continent. Dans les années 1970, les flux de capitaux africains ont nourri le miracle économique français. À Bamako, Niamey ou Ouagadougou, l'argent manquait pour les hôpitaux. À Paris, il finançait des avenues neuves et des tours de bureaux. Mais l'équilibre n'était durable que tant que le silence tenait. À l'ère des smartphones et de la transparence numérique, les chiffres sont devenus des armes. Des économistes ont révélé les écarts entre les tonnes d'uranium déclarées et celles réellement exportées. Les réseaux sociaux ont transformé l'indignation en mouvement. Le hashtag #StopCFI a relié les étudiants d'Abidjan aux ouvriers de Niamey. Ce n'était plus une querelle idéologique, mais un réveil collectif. En 2019, quand le président béninois Patrice Talon déclara qu'il était temps pour l'Afrique de gérer son propre argent, le domino tomba. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad ont suivi. Ils ont expulsé les troupes françaises, cessé les dépôts obligatoires et exigé la renégociation de leurs contrats miniers. Ce n'était pas un geste de colère, mais une logique de survie. L'Afrique avait cessé de demander la permission. Et la France, surprise, découvrit soudain qu'elle ne contrôlait plus le centre de gravité. Celui d'Ibrahim Traoré. Ce capitaine burkinabé, devenu chef d'État à moins de 35 ans, incarne une génération qui refuse l'attente. Dans ses discours sobres, il ne promet pas la richesse immédiate. Il parle d'équilibre, de contrôle et de dignité retrouvée. Autour de lui, de jeunes économistes et ingénieurs de Ouagadougou ont bâti un plan discret. Reprendre la main sur les ressources minières, d'abord l'or, ensuite l'uranium. Audit, contrat révisé, données publiques. Mais l'effet fut fulgurant. Quand les premières clauses furent publiées, l'opinion réalisa que la moitié des profits miniers partaient en Europe. En quelques semaines, la confiance envers les institutions locales se redressa, tandis que Paris perdait la sienne. Cette transparence devint une arme diplomatique.
Les partenaires étrangers, Russie, Inde, Chine, s'engagèrent sur des conditions plus équitables. Dans les villages du Sahel, ces changements prirent une dimension symbolique. Les écoles fermées rouvrirent, alimentées par les taxes récupérées. Les radios communautaires parlèrent de souveraineté énergétique. L'impact restait modeste, mais tangible. La fierté renaissait. Pour la première fois depuis l'indépendance, les Africains voyaient le fruit de leur terre transformer leur quotidien. Ce n'était pas encore la prospérité, c'était le début d'un retour de pouvoir. Tout a commencé par une coupure d'approvisionnement. En 2023, le Niger suspend les exportations d'uranium vers la France. L'annonce tombe comme un séisme. Les marchés paniquent, Paris minimise, Niamey ne recule pas. Derrière ce geste, un bloc entier se forme. Le Mali, le Burkina Faso et le Tchad se joignent au refus. C'est la naissance de l'Alliance du Sahel, un front politique et économique construit autour d'un mot: indépendance. L'effet domino dépasse les prévisions. Les négociateurs français tentent d'imposer des compromis, mais la logique a changé. Les contrats miniers sont rendus publics, les transferts monétaires repensés. Les sociétés comme Orano ou Total Energy perdent leurs privilèges. Ce qui n'était qu'une rébellion régionale devient une restructuration géopolitique. Ibrahim Traoré, en figure centrale, multiplie les discours au ton ferme mais mesuré. Nous n'avons pas déclaré la guerre, nous avons déclaré la vérité. Ces mots circulent sur les réseaux, repris par des millions de jeunes Africains. Le prix de l'électricité grimpe de 40%. La dette publique dépasse 3 000 milliards d'euros. Les médias parlent de crise énergétique sans précédent. L'Élysée convoque des réunions d'urgence, tente d'obtenir des livraisons d'Australie et du Canada. Trop tard, le choc psychologique dépasse le choc économique. Pour la première fois depuis l'après-guerre, la France découvre sa propre vulnérabilité. Le climax arrive à l'automne 2024. Des dizaines de milliers de manifestants envahissent Paris. Le Premier ministre François Bayrou est renversé après un vote de censure historique. 364 voix contre 184. L'image de la tour Eiffel plongée dans la pénombre devient symbole d'un empire épuisé. Les slogans réclament non pas plus de travail, mais plus de vérité. Pourquoi l'Afrique s'éclaire-t-elle en nous plongeant dans l'obscurité ? Écrit un journaliste. La question traverse l'Europe. Pendant ce temps, à Ouagadougou, le ton reste calme. Traoré répète que la victoire n'est pas contre quelqu'un, mais pour quelque chose, la maîtrise du destin africain. Ses alliés consolident les circuits internes, corridors commerciaux, raffineries locales, banques régionales. Les flux jadis captés par Paris sont redirigés vers des programmes d'éducation et d'infrastructure. Dans les chiffres, la transformation semble lente. Dans la symbolique, elle est totale. Quand les premiers réacteurs français s'arrêtent, c'est une faute d'uranium, les observateurs comprennent que la dépendance n'était pas technique. Elle était historique. L'Afrique, longtemps perçue comme périphérique, dicte désormais les termes du jeu. Le système invisible qui soutenait la prospérité française s'est inversé. L'ex-centre devient dépendant, la périphérie se libère. L'onde de choc parcourt le globe. Les marchés européens se réorganisent. Les alliances énergétiques se recomposent. Et l'histoire coloniale, qu'on croyait refermée, revient comme un miroir. La boucle s'est bouclée. Ce que la France appelait stabilité n'était qu'un prêt moral à taux variable. En 2025, il arrive échéance. Pour comprendre l'ampleur du basculement, il faut mesurer les écarts, avant et après. Avant 2023, la France importait chaque année près de 1000 tonnes d'uranium du Niger. À ce rythme, ce flux couvrait 65% de sa production d'électricité nucléaire. Maintenant, les prix à un niveau artificiellement bas, autour de 48 € le mégawattheure. Après l'embargo du Sahel, ce chiffre a bondi à 82 €, puis à plus de 100 € en 2025. Ce n'est pas qu'une hausse, c'est la matérialisation d'une dépendance. La balance commerciale française. En 18 mois, le déficit énergétique s'est creusé de 56 milliards d'euros, effaçant les gains d'une décennie. Ce déficit ne s'explique pas par une simple perte de ressources,
mais par la rupture d'une chaîne invisible. Pendant près de 4 ans, les économies du Sahel ont alimenté les réserves du Trésor français. La moitié des devises de 14 pays africains restaient étaient bloquées à Paris. Quand ces États ont décidé de reprendre leurs avoirs, la France a perdu un coussin de liquidité équivalent à 12% de son PIB. Les données africaines racontent l'autre face de l'histoire. Depuis la création de l'Alliance du Sahel, les flux financiers sortant vers l'Europe ont diminué de 30%, tandis que les investissements locaux ont augmenté de 22%. Ce rééquilibrage ne signifie pas encore richesse, mais autonomie. Les budgets de l'éducation et de la santé au Burkina Faso et au Niger ont connu leur plus forte progression depuis 20 ans. Les routes financées par les impôts miniers remplacent lentement les promesses d'aide. Ibrahim Traoré s'appuie sur ces chiffres pour consolider sa légitimité. Chaque discours cite les écarts comme preuve. Nous ne réclamons pas la charité, nous reprenons nos chiffres. En réponse, certains analystes européens parlent de populisme énergétique, mais les faits démentent ce jugement. La production locale d'or et de lithium au Sahel compense partiellement les pertes de revenus du commerce français, révélant une mutation structurelle. L'Afrique cesse d'être une source, devient un centre. Enfin, la dimension psychologique se mesure aussi. En 2025, pour la première fois depuis 1950, les taux d'emprunt français dépassent ceux de la Grèce, atteignant 86% contre 82% pour Athènes. L'euro vacille, non par contagion financière, mais par contagion symbolique. La croyance dans l'infaillibilité du modèle européen s'effrite. Ces chiffres ne sont pas des anomalies, ils tracent une logique. Un système d'extraction centralisé à Paris. Un transfert de pouvoir impulsé par le Sahel. Le différentiel n'est pas seulement économique, il est moral. Ce que les colonisés d'hier fournissaient sans voix devient la ressource politique des libres d'aujourd'hui. Deux visions s'opposent désormais. La première, défendue par les technocrates français, affirme que la rupture du CFA et des contrats miniers plonge l'Afrique dans l'instabilité. Selon eux, sans l'ancrage monétaire de Paris, la volatilité des devises et la fuite des capitaux risquent d'anéantir des décennies de progrès. Ils invoquent les chiffres, la baisse de 12% du commerce bilatéral et la contraction du PIB nigérien à court terme. La souveraineté a un coût, répètent-ils, et l'Afrique n'est pas prête à le payer. La seconde vision, portée par les États du Sahel et popularisée par Ibrahim Traoré, renverse ce raisonnement. Elle considère que la stabilité ne vaut rien si elle repose sur la dépendance. Pour ces dirigeants, chaque crise à court terme représente une purge nécessaire. Une économie ne se reconstruit pas sans douleur. Le risque immédiat n'est pas la perte de croissance, mais la perte de sens. Ce qu'ils appellent instabilité est en réalité une transition. La reconquête du contrôle sur la monnaie, les contrats et les ressources. Entre ces deux narrations, les faits dessinent un compromis. Oui, la rupture a provoqué des secousses, inflation temporaire, perturbations logistiques, tensions diplomatiques. Mais elle a aussi déclenché une dynamique d'apprentissage et de coopération régionale inédite. Les ministres de l'économie du Mali, du Burkina Faso et du Niger se réunissent désormais chaque mois pour harmoniser les politiques budgétaires. Une pratique que l'Europe elle-même a mis 50 ans à instaurer. Le commerce intra-africain a augmenté de 19% et les réserves locales se reconstituent lentement. Loin du chaos annoncé, le Sahel expérimente une forme d'autonomie pragmatique. La France, en revanche, découvre les effets de son propre modèle. En dépendant si longtemps d'un système inéquitable, elle a rendu sa propre économie vulnérable. Qui avait raison? Mais qui apprend le plus vite? L'histoire montre que la vitesse d'adaptation décide toujours du vainqueur. Tout s'est inversé d'un seul coup. En 2025, la France n'est plus la garante d'une Afrique stable. Elle devient l'élève d'un continent qu'elle croyait figé. Les images de Ibrahim Traoré accueillis par des foules à Bamako, puis par des étudiants à Niamey, circulent en boucle. Son message, simple mais radical, franchit les frontières. Nous ne voulons plus être utiles. Nous voulons être libres.
À Paris, les écrans montrent des coupures d'électricité pendant que les journaux titrent sur l'année noire de l'énergie. Les mêmes ressources qui illuminaient l'Europe plongent désormais la capitale dans la pénombre. Ce n'est pas un effondrement soudain, c'est une redistribution lente, presque poétique, du pouvoir. Les cartes de l'histoire se retournent, sans qu'un seul canon ne tonne. Les experts parlent de réalignement mondial. Mais sur le terrain, les peuples parlent d'équité. La révolution du Sahel n'a ni armée ni drapeau. Elle a des chiffres, des voix et un horizon. Les effets se sont propagés comme une onde. Dans les nations africaines, au Niger, la fermeture des sites exploités par Orano a d'abord provoqué la peur. Puis les ingénieurs locaux ont repris les installations. En un an, la production redémarre sous gestion publique. Les revenus miniers sont reversés au budget national. Le Burkina Faso réinvestit les taxes minières dans l'éducation. Les indicateurs du FMI, autrefois alarmants, montrent une stabilisation inattendue. Le franc local ne s'effondre pas. L'inflation reste contenue sous 8%. Ibrahim Traoré transforme l'idée d'autonomie en pratique budgétaire. Du côté des entreprises, les entreprises européennes, privées de matières premières à bas coût, revoient leur modèle. Les industriels français ferment certaines lignes. D'autres cherchent des partenaires africains. Une dizaine de start-up énergétiques africaines émergent, soutenues par des fonds du Golfe et d'Asie. En 2025, le Sahel exporte non plus seulement des ressources, mais de l'énergie solaire et des services miniers. Le terme « coentreprise » retrouve enfin son sens. Parmi le peuple, sur le terrain, le changement se voit dans les visages. À Ouagadougou, les rues éclairées par des panneaux solaires fabriqués localement deviennent un symbole. À Niamey, les jeunes diplômés trouvent un emploi dans les agences d'énergie ou de données publiques. Les ONG constatent une chute de 20% des migrations irrégulières. L'effet le plus inattendu n'est pas économique. C'est moral. L'idée qu'un Africain puisse décider de son avenir sans permission extérieure regagne du terrain. Sur le plan régional, l'Alliance du Sahel attire de nouveaux membres. Guinée, Togo, Cameroun. Les échanges intra-africains bondissent de 18%, compensant la baisse du commerce avec l'Europe. Les négociations avec les BRICS aboutissent à un corridor logistique financé en or et en monnaie numérique. Le continent, longtemps fragmenté, découvre la puissance de la coordination. Et pendant ce temps, la France s'adapte dans la douleur. Sa facture énergétique explose, sa dette dépasse 110% du PIB. Les files d'attente devant les stations d'électricité rappellent la fragilité d'un modèle qu'on croyait éternel. L'Afrique, autrefois spectatrice, devient l'actrice principale d'un monde en réécriture. 6 mois après la rupture totale, les flux économiques se stabilisent. Le prix mondial de l'uranium atteint un plateau à 97 € le kilo, et la France parvient à sécuriser des contrats partiels avec le Kazakhstan. En Afrique, la croissance du Sahel tourne autour de 3,2%, ralentie mais positive. Les accords de coopération énergétique régionale compensent les pertes du commerce européen. Ibrahim Traoré et ses homologues maintiennent la pression diplomatique tout en évitant la surenchère. Ce reste fragile. Toute flambée des prix pourrait relancer les tensions, mais l'essentiel, l'autonomie, tient bon. Dans cette trajectoire, les pays du Sahel franchissent le seuil de l'intégration économique. Une monnaie commune, adossée à un panier de ressources, or, uranium, lithium, voit le jour. Les États membres créent une bourse régionale des matières premières. Le commerce intra-africain grimpe de 30%, attirant des investissements d'Inde et du Brésil. La France, contrainte d'adapter sa politique, reconnaît l'Alliance du Sahel comme un partenaire stratégique. Pour la première fois, la coopération se fonde sur la parité. Ce que beaucoup jugeaient utopique devient plausible si la discipline budgétaire et la transparence sont maintenues. Dans l'hypothèse la plus sombre, la pression extérieure regagne du terrain. Certains pays, affaiblis par des divergences internes, cèdent aux offres d'accords bilatéraux déséquilibrés. Les tensions sociales ressurgissent. Les infrastructures
peinent à suivre la croissance démographique. La France exploite ces fractures pour retrouver un levier d'influence. Le risque que la quête d'indépendance se transforme en isolement. Ibrahim Traoré, conscient de cette menace, multiplie les appels à la vigilance. Le pire ennemi de notre liberté n'est pas la France, c'est l'impatience. Entre ces trois chemins, la variable clé n'est ni l'argent ni la diplomatie, c'est la cohésion. Si le Sahel reste uni, la transition deviendra un précédent mondial. Sinon, l'ancien équilibre, inégal mais stable, renaîtra sous un autre nom. L'histoire du Sahel ne se joue pas qu'entre États. Elle parle à chacun. Du côté de la diaspora africaine, c'est un appel au retour symbolique. Des ingénieurs et économistes formés à Paris ou Montréal participent désormais à la construction d'institutions locales. Ils redonnent sens au mot « fuite des cerveaux », devenu un « retour des savoirs ». Les initiatives se multiplient. Incubateur à Ouagadougou, projet d'énergie solaire à Niamey, programme d'agriculture numérique. Pour eux, le combat d'Ibrahim Traoré n'est pas une révolte, mais une renaissance intellectuelle. Du point de vue des Européens attentifs, cette crise agit comme un miroir. Beaucoup découvrent que leur confort énergétique dépendait d'un système qu'ils n'avaient jamais questionné. Des mouvements citoyens apparaissent, réclamant des partenariats équitables et des politiques transparentes vis-à-vis de l'Afrique. La solidarité n'est plus paternaliste, elle devient réflexive. Dans certaines universités, des cours sur l'économie post-coloniale affichent complet. Enfin, pour le public mondial, cette histoire est une leçon sur le pouvoir et la responsabilité. Elle prouve qu'un continent longtemps réduit au rôle de fournisseur peut redéfinir les règles du jeu sans armes ni conquête. À travers les chiffres, les images et les mots, le monde voit ce que la France avait oublié. Aucune nation ne reste forte si elle s'appuie sur la faiblesse d'une autre. La question n'est plus de savoir qui a gagné, mais qui a compris. Le spectateur, qu'il vive à Dakar, Lyon ou Sao Paulo, ne peut plus dire qu'il ne savait pas. Pour transformer la rupture en stabilité durable, les dirigeants du Sahel ont tracé une feuille de route simple, mais exigeante. Ibrahim Traoré la présente comme un contrat collectif, pas comme un programme. D'abord, il s'agit de reprendre la monnaie. Les réserves africaines ne seront plus hébergées à Paris. Une chambre de compensation régionale, installée à Bamako, assure la convertibilité du nouvel instrument monétaire. Les banques locales apprennent à gérer la volatilité sans dépendre du trésor français. Ensuite, il faut contrôler la ressource. Chaque contrat minier est audité, publié et soumis à un vote parlementaire. Les revenus sont fléchés vers des fonds de développement mesurables. Santé, énergie, éducation. En 2 ans, la part des dépenses publiques financées localement doit passer de 38% à 55%. Puis, bâtir l'infrastructure. Le corridor logistique Ouagadougou-Niamey-N'Djamena relie désormais 3 économies enclavées. Financé par un consortium africain et asiatique, il réduit de 30 ans le coût du transport des minerais. Il faut aussi former et retenir les talents. Des bourses d'ingénierie et d'économie publique remplacent progressivement l'aide technique occidentale. L'objectif, 1000 boursiers par an d'ici 2027. Enfin, mesurer pour corriger. Chaque trimestre, un rapport régional évalue les indicateurs. Croissance, inflation, dépendance énergétique. Le processus est public, inscrit dans un portail accessible à tous. Ce plan n'est pas révolutionnaire, il est méthodique. Il transforme la colère en structure, la revendication en norme. Pour la première fois depuis son temps 45, le Sahel avance avec sa propre boussole. Et la France, paradoxalement, pourrait y trouver un modèle, celui d'une puissance qui apprend à coopérer sans posséder. Dans la chaleur poussiéreuse de Ouagadougou, les mêmes jeunes ingénieurs qui, 2 ans plus tôt, auditaient des contrats oubliés, lèvent maintenant les yeux
vers des tours solaires flambant neuves. L'un d'eux murmure « C'est notre lumière ». La phrase rappelle la promesse discrète d'Ibrahim Traoré, transformer la transparence en énergie. Le motif du début, la vérité comme arme silencieuse, revient ici, bouclé. Ce qui paraissait être une rébellion s'est mué en méthode. Rendre visible ce qui fut caché. Le Burkina Faso, jadis symbole de fragilité, devient le laboratoire d'un continent qui se regarde enfin droit. À Paris, certains admettent désormais que le mot décolonisation ne se conjugue pas seulement au passé. La France, contrainte de repenser sa place, redécouvre l'humilité diplomatique. Et dans cette inversion des rôles, le monde perçoit un équilibre nouveau, celui où la justice n'a pas besoin de vaincus. Sous les lumières du Sahel, un vent chaud traverse les plaines. Ce n'est pas le vent du triomphe, mais celui d'une réparation lente, car la liberté, ici, ne s'impose pas, elle s'éclaire. Le monde regarde le Sahel et s'interroge. Ce n'est plus une histoire d'empire ou de vengeance, mais une redéfinition du mot « partenariat ». Ibrahim Traoré, devenu symbole d'un continent en mouvement, n'invite pas à la rupture. Il appelle à la conversation. L'Afrique n'a pas besoin d'ennemis, elle a besoin d'égalité. Cette phrase, reprise dans les forums internationaux, résume l'esprit d'une ère nouvelle. La justice économique n'est pas une faveur, c'est une condition de survie collective. Ce que le Sahel réclame aujourd'hui, d'autres régions le demanderont demain. Transparence, autonomie, respect. La France peut choisir d'y voir une menace ou une chance d'évolution. Le monde, lui, n'attend plus. Et vous, spectateurs de cette histoire, où que vous soyez, en Europe, en Afrique, en Amérique, que feriez-vous si la prospérité de votre pays dépendait encore du silence d'un autre? La question reste ouverte. Mais le temps des réponses, lui, a déjà commencé.